La plupart des hommes craignent de perdre la moitié de leur fortune lors d'un divorce. Brandon Pierce, lui, célébrait. Il pensait avoir réussi le crime parfait, cachant ses millions, manipulant sa femme et la troquant contre un modèle plus jeune et plus affamé. Il se tenait dans cette salle d'audience, signa les papiers avec un sourire narquois et pensa qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. S'éclaircit la gorge. Il pensait que sa femme Julia n'était qu'une femme tranquille et brisée, avec un moins que rien pour père. Il avait tort, complètement tort. Au moment où l'encre serait sèche, il ne perdrait pas seulement son mariage, il allait perdre son existence entière. Parce que l'homme qu'il appelait un vieux retraité inutile allait lui donner une leçon que l'argent ne peut pas acheter. Le bouchon de champagne sauta avec un bruit qui résonna comme un coup de feu dans le salon minimaliste, caverneux du penthouse. Brandon Pierce regarda la mousse débordée du col de la bouteille, riant alors qu'elle goûtait sur le sol de marbre italien. Il s'en fichait. Il pouvait se permettre de remplacer le marbre. Il pouvait se permettre de remplacer le bâtiment entier s'il le voulait. À la liberté. Tiffany ronronna, glissant ses bras autour de sa taille par derrière, ses ongles peints d'un cramoisi vif s'enfonçant de manière possessive dans sa chemise de soie. Brandon se tourna, lui tendant une flûte en cristal, à la mise à niveau, corrigea-t-il, faisant teinter son verre contre le sien. Il se tenait surplombant la ligne d'horizon de la ville, les joyaux scintillants du quartier financier s'étalant en dessous d'eux. Brandon prit une longue gorgée, savourant le goût de la victoire. Aujourd'hui était le jour où il avait enfin signifié les papiers à Julia. « Est-ce qu'elle a pleuré ?» demanda Tiffany, ses yeux brillants d'une curiosité malveillante. Elle avait 24 ans, était ambitieuse et avait été l'assistante exécutive de Brandon pendant 6 mois avant de devenir sa maîtresse. Elle aimait le drame autant qu'elle aimait la limite de sa carte de crédit. « Étonnamment, non, » dit Brandon, fronçant légèrement les sourcils en se rappelant le matin. Il s'attendait à une scène. Il s'était préparé à des larmes, des cris, peut-être même des jets de vaisselle. Il avait son avocat, Arthur Banks, en numérotation rapide, prêt à appeler la police si Julia devenait hystérique. C'était le récit qu'il avait construit pendant des mois. Julia était instable. Julia était émotionnelle. Julia était inapte. Mais quand il jeta l'enveloppe sur l'îlot de cuisine, juste à côté de sa tasse de tisane à moitié finie, elle l'avait simplement regardé. Elle portait ce cardigan gris trop grand. Il détestait ses cheveux tirés en chignon désordonné. Elle avait de l'air simple, ennuyeuse, si différente de la femme vive et tranchante qu'il avait épousée il y a 10 ans. Elle a juste demandé si j'étais sûr. Brandon ricana, secouant la tête. « Tu peux croire ça? Tu es sûr? » Brandon voyait comme si elle me donnait une chance de me retirer. Pathétique, Tiffany ricana. Elle pense probablement qu'elle peut te faire culpabiliser de rester. Elle ne réalise pas que tu as dépassé son niveau. Je l'ai dépassé il y a 5 ans, dit Brandon, se tournant vers la fenêtre. Julia est confortable. C'est une berline, fiable, lente, ennuyeuse. Toi, ma chère, il passa une main sur le bras de Tiffany. Tu es une Ferrari. Brandon Pierce était un homme qui se définissait par ce qu'il possédait. En tant que vice-président senior des ventes chez Omnicorp Global, un mastodonte de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement valant des milliards, Brandon était habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il avait 38 ans, beau d'une manière anguleuse et agressive et impitoyable. Il avait épousé Julia quand il n'était qu'un jeune manager. À l'époque, son soutien discret et le modeste cadeau de mariage de son père les avaient aidés à verser un acompte pour une première maison. Mais alors que Brandon gravissait les échelons de l'entreprise, marchant sur les doigts pour atteindre le barreau suivant, Julia était restée la même. Elle travaillait à temps partiel dans une bibliothèque locale. Elle faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux. Elle se contentait de ce qui était suffisant. Brandon détestait ce qui était suffisant. Alors les actifs, demanda Tiffany. À l'endroit d'au bas, le sourire de Brandon s'élargit. C'était son chef-d'œuvre.
Arthur m'a assuré que c'est blindé. Je déplace des fonds vers des sociétés écrans offshore depuis 2 ans. Les comptes des Cayman sont sous un nom de fiducie qui n'existe pas. Sur le papier, je suis presque fauché. Le penthouse est loué par la société. Les voitures sont louées. Mon salaire a diminué le trimestre dernier en raison de la volatilité du marché. Elle aura l'ancienne maison en banlieue et un chèque de pension alimentaire pitoyable. Je garde le reste. Tu es un génie. Tiffany l'embrassa, laissant une tache de rouge à lèvres sur sa mâchoire. Et son père, le terrifiant Papa Ours. Brandon éclata de rire, un son d'aboiement dur. William, s'il vous plaît, l'homme est un fantôme. Je l'ai rencontré peut-être 5 fois en 10 ans. Il vit dans une cabane en Montana ou Wyoming, je ne sais même pas. Envoie à Julia une carte pour son anniversaire et un chèque de $50. $50. Tiffany, c'est un mécanicien à la retraite ou un bûcheron. Il porte de la flanelle et sent probablement la sueur. Il n'a aucune idée à qui il a affaire vers. L'interphone sonna. C'était le concierge. « Monsieur Pierce, votre voiture est prête pour le gala, » dit la voix. « Nous descendons, » répondit Brandon. Ce soir, c'était le gala annuel d'Omnicorp. C'était le plus grand événement de la saison. Des PDG, des politiciens et des titans de l'industrie seraient là. Brandon avait prévu de présenter Tiffany comme sa partenaire. C'était un mouvement audacieux, la faire sortir le jour même où il avait signifié les papiers du divorce. Mais Brandon se sentait invincible. Il voulait que le monde voie sa mise à niveau. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Brandon vérifia son reflet dans le miroir du couloir. Il ajusta sa cravate. Il avait l'air puissant. Il avait l'air d'un gagnant. Il n'avait aucune idée qu'à travers la ville, dans un petit bureau faiblement éclairé, rempli de l'odeur de vieux papiers et de tabac à pipe, un appel téléphonique était en cours qui allait briser son monde. Julia était assise à sa table de cuisine. Les papiers du divorce étaient ouverts devant elle. Le jargon juridique était agressif, conçu pour intimider. Différences irréconciliables, soutien conjugal refusé, partage des biens définitifs. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle ressentait une étrange clarté froide. Pendant des années, elle avait détourné le regard. Elle avait senti le parfum sur ses chemises. Le parfum bon marché et excessivement sucré de vanille de Tiffany. Elle avait remarqué les voyages d'affaires qui coïncidaient avec les week-ends à Carbo ou Aspen. Elle avait vu les notifications bancaires qu'il pensait avoir cachées. Elle était restée à cause d'une promesse qu'elle s'était faite d'essayer, d'honorer ses vœux, de voir l'homme dont elle était tombée amoureuse, pas le monstre qu'il était devenu. Mais en regardant Brandon ce matin, le sourire narquois sur son visage, l'absence totale de respect dans ses yeux, l'homme qu'elle aimait était mort. Elle prit son téléphone. C'était un vieux modèle à l'écran fissuré. Brandon s'en moquait toujours. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis 3 ans. Ça sonna 2 fois. Ellie. Une voix grave et rauque répondit. Ce n'était pas fort, mais ça portait un poids qui vibrait à travers le haut-parleur. « Salut, papa », dit Julia doucement. « Tu as l'air différente », dit William immédiatement. Il ne perdit pas de mots en plaisanterie. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« Bon m'a servi les papiers aujourd'hui. » Il y eut un silence à l'autre bout. Un long, lourd silence. Je vois, il me quitte pour son assistante. Il pense qu'il a caché tout l'argent, papa. Il pense que je ne suis pas au courant des comptes à Zurich et au Caïman. Il pense que je suis stupide. Tu demandes de l'aide, Ellie? Demanda William. Tu connais la règle. Tu voulais vivre une vie normale. Tu voulais t'en sortir seule sans l'ombre. J'ai respecté ça. Je sais, dit Julia, sa voix tremblant pour la première fois. Je voulais être aimée pour moi, pas pour tout le reste. Mais il essaie de me détruire, papa. Il se moque de moi. Il t'a traité de retraité. Un petit rire rauque gronda le long de la ligne. Ce n'était pas un son joyeux. Cela ressemblait à un ours se réveillant de son hibernation, affamé et irrité. Vraiment? Il l'amène au gala d'Omnicorp ce soir, murmura Julia.
Il va la parader devant tout le monde pendant que l'encre est encore humide. Ellie. La voix de William baissa d'une octave. Veux-tu partir ou veux-tu tout brûler? Julia regarda autour de la maison qu'elle avait passé 10 ans à nettoyer, décorer et transformer en foyer pour qu'on lui dise qu'elle ne valait rien. Elle pensa aux années de négligence émotionnelle, à la manipulation mentale, à l'arrogance. « Je veux qu'il sache à qui il s'est vraiment frotté, » dit-elle, sa voix se durcissant. « Je veux tout brûler. »« Bien, dit William. Mets cette robe noire, la vintage. J'enverrai une voiture. Paul la berline, la Phantom. Papa, tu n'as pas à. Je ne viens pas en tant que mécanicien ce soir, Ellie. Je viens en tant que père très, très mécontent. Le gala d'Omnicorp s'est tenu au Grand Metropolitan Hall. Des lustres de la taille de petites voitures pendaient du plafond à feuilles d'or. La pièce sentait le parfum cher, les truffes et l'argent. Brandon parcourait la pièce comme un requin dans un bassin à coïs, avec Tiffany à son bras. Vêtu d'une robe argentée chatoyante qui laissait peu à l'imagination, il serrait des mains de membres du conseil d'administration et riait à des blagues qui n'étaient pas drôles. Brandon, mon garçon, Arthur Banks, son avocat, lui tapota l'épaule. Arthur était un homme gras avec une mèche plaquée et un costume qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. J'ai appris la nouvelle. Félicitations pour vous être débarrassé du poids mort. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Arthur. Brandon sourit. La protection des actifs est-elle aussi solide qu'un tambour? Arthur fit un clin d'œil. Elle pourrait engager le meilleur expert comptable judiciaire de la ville, et il ne trouverait que de la poussière. Tu es légalement un pauvre, mon ami. Ils rirent ensemble, un son conspirateur qui fit tressaillir un serveur à proximité. Regarde-les, murmura Tiffany, pointant son menton vers l'entrée. Le PDG est là. Gregory Vance, le PDG d'Omnicorp, entra. C'était un homme formidable, habituellement entouré d'une phalange de sécurité et d'assistants. Mais ce soir, il avait l'air nerveux. Il regardait sa montre, essuyant la sueur de son front. Il ne se mêlait pas. Il attendait près des grandes portes d'entrée, l'air agité. « C'est bizarre, » murmura Brandon. « Gregory n'attend jamais personne. Il fait attendre les gens. » « Peut-être qu'une célébrité arrive, » suggéra Tiffany. Peut-être Brandon redressa sa cravate. « Viens, allons lui dire bonjour. Si je peux faire en sorte que Gregory t'apprécie, le rôle de VP des opérations, c'est quasiment le mien. » Brandon dirigea Tiffany vers le PDG. « Gregory, bonsoir. » Gregory Vance sursauta légèrement, se tournant pour leur faire face. Ses yeux étaient distraits. « Pierce, pas maintenant. » Brandon cligna des yeux. Il n'était pas habitué à être congédié. « Je voulais juste vous présenter tous les deux, dis-je. »« Pas maintenant, Brandon. » Gregory claqua sa voix anormalement aiguë. « Le président arrive. Il n'a jamais assisté à un gala auparavant. C'est sans précédent. » Brandon se figea. « Le président, vous voulez dire l'actionnaire majoritaire? » Je pensais que c'était une société holding, Arrays Ventures. Arrays Ventures est une personne, Brandon. Gregory siffla, ajustant frénétiquement ses poignettes de smoking. Une personne très privée, très puissante. Il a acheté la participation majoritaire il y a 3 jours. Oh, pas hostile, mais silencieuse. Nous ne le savions même pas avant ce matin. S'il n'aime pas ce qu'il voit ce soir, des têtes vont tomber. Alors, écarte-toi. Brandon recula, tirant Tiffany avec lui. Une eau pas hostile. Pourquoi n'ai-je pas été informé? Parce que tu n'es que les ventes, Brandon, murmura Tiffany, bien qu'elle ait l'air inquiète aussi. Si le nouveau propriétaire fait le ménage, détends-toi, ricana Brandon, reprenant son calme. Je suis le meilleur performeur de l'entreprise. Mes chiffres sont intouchables. Quel que soit ce président, il aura besoin de moi. La pièce devint soudainement silencieuse. Le murmure de centaines d'invités s'éteignit, remplacé par un silence qui balaya l'entrée jusqu'au fond de la salle. Les massives portes doubles s'ouvrirent. Mais ce n'est pas un homme qui entra le premier. C'était Julia. La mâchoire de Brandon tomba. Tiffany laissa échapper un petit halètement.
Julia ne portait pas le cardigan gris. Elle portait une robe de velours noir qui épousait sa silhouette élégante et mortelle. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules. Elle portait des diamants autour de son cou, des pierres si grandes et claires qu'elle captait la lumière et la renvoyait avec une intensité aveuglante. Elle marchait avec une grâce que Brandon n'avait jamais vue, la tête haute, les yeux scrutant la pièce avec un détachement froid. « Que fait-elle ici ?» siffla Brandon, la panique montant dans sa poitrine. « Elle n'est pas sur la liste. Sécurité. » Il commença à avancer pour l'intercepter, pour l'embarrasser, pour la jeter dehors. Julia aplatit sa voix, coupant le silence. « C'est un événement privé. Vous devez partir. » Julia s'arrêta. Elle tourna lentement la tête, croisant son regard. Elle ne broncha pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle avait l'air ennuyée. « Et qui est-ce » Brandon pointa un doigt tremblant vers l'homme qui marchait derrière elle. L'homme était plus âgé, peut-être dans la soixantaine avancée. Il était bâti comme une montagne, aux épaules larges et imposants. Il portait un smoking qui lui allait parfaitement, mais il le portait avec l'aisance d'un homme qui ne se souciait pas des vêtements. Il avait une épaisse barbe blanche et des yeux qui ressemblaient à du granit broyé. Il marchait avec une canne, non pas par faiblesse, mais comme si c'était une arme. Gregory Vance, le PDG, courut pratiquement vers lui, inclinant la tête. « Monsieur Sanders, bienvenue !» s'éclaircit la gorge. « Nous sommes si honorés. » Le cerveau de Brandon court-circuita Sanders. Le nom de jeune fille de Julia était Sanders, mais son père était William Sanders, le mécanicien, le moins que rien. L'homme plus âgé ignora le PDG. Il passa droit devant lui, ses pas lourds frappant le tapis. Il alla droit vers Brandon, le dominant de bien 10 cm. L'homme regarda Brandon, puis Tiffany, puis de nouveau Brandon. Il renifla l'air, sentant la peur. « Tu dois être Brandon », dit l'homme. Sa voix était le même grondement profond que Julia avait entendu au téléphone, mais magnifié par l'acoustique de la salle. « Je suis William Sanders », balbutia Brandon. « Et le père de Julia. Mais tu répares des voitures. » William sourit. C'était une expression terrifiante. « Je répare des problèmes, mon fils. J'ai commencé avec les voitures il y a 40 ans. Puis j'ai commencé à acheter les entreprises qui fabriquaient les voitures. Puis les entreprises qui expédiaient les voitures. » Il fit un geste autour de la pièce comme celle-ci. La réalisation frappa Brandon comme un coup physique. Arai Ventures, Ares, le dieu de la guerre, William Sanders, vous possédez Omnicorp. Brandon murmura, son visage se vidant de son sang. Depuis ce matin, dit William agréablement, je l'ai acheté pour une raison très spécifique. Il posa une main lourde sur l'épaule de Julia. Ma fille m'a dit qu'elle avait affaire à des parasites. J'aime m'occuper personnellement de la lutte antiparasitaire. Le silence dans le Grand Metropolitan Hall était suffocant. C'était le genre de silence habituellement réservé aux funérailles ou aux secondes avant la détonation d'une bombe. 300 membres de l'élite de la ville retenaient leur souffle, leurs yeux dardants entre Brandon Pierce, dont le visage était devenu d'une teinte grise maladive, et William Sanders, le Titan qui venait de revendiquer la propriété de leur monde. Lutte antiparasitaire, coina Brandon. Sa bravade s'évaporait comme de l'eau sur une poêle chaude. Il regarda Gregory, le PDG, pour obtenir du soutien, mais Gregory était occupé à inspecter le motif du tapis, désespéré d'éviter le contact visuel. William ne répondit pas immédiatement. Il déboutonna lentement sa veste de smoking, l'air détendu comme s'il se tenait sur son porche plutôt que dans une salle de bal. « Vous s'éclaircit la gorge, voyez, Brandon », commença William sa voix, portant son microphone. « J'ai surveillé les chiffres d'Omnicorp pendant longtemps. Ventes impressionnantes, très impressionnantes, mais les frais généraux, les dépenses diverses, l'acheminement logistique via les Caïmans.
William fit un bruit de désapprobation, secouant la tête. Négligent. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia Brandon, son cœur martelant ses côtes. Je suis aux ventes. Je ne gère pas la logistique. Vous le faites quand vous détournez des fonds pour financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre, dit William, sa voix se durcissant. Et vous le faites certainement quand vous essayez de cacher des actifs à votre femme pendant un divorce d'été. Une vague de murmures éclata dans la pièce. Tiffany retira son bras de celui de Brandon, comme s'il était radioactif. « C'est un mensonge » cria Brandon, essayant de reprendre le contrôle du récit. Il se redressa, canalisant l'arrogance qu'il avait bien servi pendant des années. « C'est de la calomnie. Vous êtes peut-être riche, Monsieur Sanders, mais vous ne pouvez pas simplement entrer ici et accuser un cadre supérieur de détournement de fonds sans preuve. Je vous poursuivrai en justice pour diffamation. » Julia s'avança. Le mouvement n'était petit, mais il attira tous les regards. Elle tendit la main dans sa petite pochette perlée et en sortit un morceau de papier plié. Ce n'était pas un document juridique, c'était un reçu. Un simple reçu froissé. « Tu as laissé ça dans la poche de ta veste il y a 3 mois, Brandon, » dit Julia. Sa voix était calme, mélodieuse même. C'était la voix d'une femme qui avait passé des années à se faire crier dessus et avait finalement réalisé que celui qui criait n'était qu'un bruit. C'est d'une banque à Zurich. Tu pensais l'avoir déchiqueté. Tu ne l'as pas fait. Brandon fixa le papier. Tu es allé dans mes poches. J'ai fait ta lessive, Brandon, dit-elle simplement. Pendant 10 ans, j'ai trouvé beaucoup de choses. Des talons de billets de cinéma pour des films que nous n'avons jamais vus. Des reçus d'hôtel pour des week-ends où tu disais que tu travaillais, et ceci. Elle tendit le papier à son père. William ne le regarda même pas. Il sourit simplement à Brandon. « Mon équipe d'experts comptables judiciaires est à l'intérieur des serveurs d'Omnicorp depuis 4 heures du matin ce matin. Tu as utilisé le VPN de l'entreprise pour gérer tes comptes écran. Brandon, erreur de débutant. Tu pensais que tu cachais ton argent à Julia. Tu laissais en fait une empreinte numérique sur mes serveurs. Et comme je possède les serveurs, je possède les données. » William se tourna vers le PDG terrifié Gregory. « Gregory, la carte de crédit de l'entreprise de M. Pierce est-elle active? »« Ah oui, monsieur, bien sûr, » balbutia Gregory. « Annulez-la, » ordonna William, « et congelez son salaire. Avec effet immédiat, M. Pierce est licencié pour motif, faute grave, détournement de fonds et manquement à son devoir fiduciaire. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » cria Brandon. « J'ai un contrat. J'ai une indemnité de départ. J'ai des droits. »« Vous avez le droit de garder le silence, » dit froidement William. « Mais je doute que vous en ayez la capacité. » William fit un geste vers le fond de la pièce. 2 hommes en costume sombre, pas de la sécurité, mais quelque chose de bien plus sérieux, s'avancèrent. Ils tenaient une tablette et un dossier épais. C'est M. Clean du bureau du procureur. William présenta l'homme principal. Il est très intéressé par la façon dont vous avez réussi à échapper aux impôts sur les 3 millions de dollars que vous avez déplacés à l'étranger l'année dernière. Puisque Omnicorp coopère maintenant pleinement avec l'enquête, nous avons remis tous vos emails, même ceux que vous avez supprimés du dossier de la Corbeille. Brandon sentit la pièce tourner. Le dossier de la Corbeille. Il avait tout supprimé, mais il avait oublié que les serveurs d'entreprise ont des sauvegardes. Des sauvegardes de sauvegarde. Il se tourna vers Tiffany, désespéré d'avoir un allié. « Tiffany, dis-leur. Dis-leur que je suis innocent. » Tiffany recula d'un pas, son visage un masque de dégoût. Elle regarda Brandon, puis le milliardaire William Sanders, et enfin la Julia éblouissante parée de diamants. Elle fit le calcul instantanément. « Je ne sais pas ce qu'il a fait, » dit Tiffany à voix haute, s'adressant à la pièce. « J'étais juste son assistante. Il m'a dit qu'il était séparé. Je n'avais aucune idée d'une quelconque fraude. »« Tiffany » allait Brandon trahi. « Ne me regarde pas, » siffla-t-elle. « Je ne vais pas en prison pour toi. » Elle tourna les talons et s'éloigna,
disparaissant dans la foule, laissant Brandon seul au centre du cercle. Julia s'approcha de lui. Elle était assez proche pour qu'il puisse sentir son parfum, un nouveau parfum, quelque chose de fumé et cher, pas le savon à la lavande auquel il était habitué. « Tu voulais un divorce, Brandon, dit-elle doucement. Tu voulais me troquer. Tu voulais me laisser sans rien. » Julia, atteinte, Brandon murmura, la sueur coulant sur son visage. « Bébé, s'il te plaît, nous pouvons en parler. Ton père, il ne comprend rien. J'ai fait ça pour nous, pour économiser pour notre futur. » Julia rit. C'était un son sec et dérisoire. « Tu le fais encore. Tu mens encore. Tu as signé les papiers, Brandon. Tu te souviens que tu célébrais ce matin. Je peux les déchirer. » Brandon pleura. « Je les déchirerai tout de suite. Nous pouvons recommencer. » « Non. » Julia dit. « Je les ai signés aussi, juste avant que nous venions ici. Ils sont classés. Nous sommes divorcés. Et puisque tu as signé une déclaration financière indiquant que tu avais des actifs limités et que les avocats de mon père viennent de prouver que tu as des millions en fonds de l'entreprise volés. Eh bien, c'est un parjure, Brandon, et de la fraude. » Elle s'approcha, ses lèvres frôlant son oreille. « Et le meilleur, puisque tu as obtenu cet argent illégalement via l'entreprise que mon père possède maintenant, il te poursuit en justice pour restitution. Tu ne perdras pas seulement l'argent, Brandon. Tu vas lui devoir. Tu vas être endetté pour le reste de ta vie. » Elle recula, le regardant avec pitié. « Tu pensais avoir gagné. Mais tu jouais aux dames et mon père a inventé l'échiquier. Fais-le sortir d'ici, » ordonna William. Des agents de sécurité, de vrais hommes imposants avec des oreillettes, s'approchèrent. Ils saisirent Brandon par les bras. Il donna des coups de pied et cria, sa dignité complètement brisée. « Julia, Julia, aide-moi, papa. »« William, s'il te plaît. »« Ne m'appelle pas papa. » William grogna alors que Brandon était traîné vers la sortie. « Pour toi, je suis Monsieur Sanders, l'homme qui possède ta dette. » Alors que Brandon était tiré par les doubles portes, se débattant comme un enfant, la pièce resta silencieuse une seconde de plus. Puis William Sanders se tourna vers la foule stupéfaite. « Mes excuses pour l'interruption, » dit-il, sa voix retentissante et joviale une fois de plus. « Le bar ouvert est rouvert. Veuillez profiter des crevettes. Elles sont excellentes. » L'attention se brisa. Les bavardages reprirent plus fort qu'auparavant. Tout le monde voulait être le premier à féliciter William, à rencontrer Julia, à se distancer du cratère radioactif qu'était Brandon Pierce. Julia se tenait aux côtés de son père, regardant les portes se fermer. Elle but d'une gorgée de champagne, cela avait le goût de la victoire. La gueule de bois avec laquelle Brandon se réveilla le lendemain matin n'était rien comparé à la réalité qui le frappa lorsqu'il consulta son téléphone. Il était dans une chambre d'hôtel, une chambre bon marché, près de l'aéroport. Il n'était pas retourné au penthouse parce que sa carte d'accès n'avait pas fonctionné. Le concierge, le même qui avait poliment appelé sa voiture la nuit précédente, l'avait regardé avec un dédain poli et l'avait informé que le bail du penthouse était d'entreprise et que son accès avait été révoqué en attendant une enquête interne. Il avait essayé d'utiliser ses cartes de crédit pour réserver une suite au Ritz. Toutes refusées, même l'Amex Platine qu'il gardait pour les urgences. Il s'assit sur le matelas bosselé du motel, fixant son téléphone. 47 appels manqués. Aucun de Tiffany. La plupart venaient de journalistes. Quelques-uns venaient d'Arthur Banks, son avocat. Il composa le numéro d'Arthur. Brandon. Arthur semblait essoufflé, paniqué. « Où es-tu? » « Il y a des journalistes devant mon bureau, devant ton appartement. C'est un bain de sang. Règle ça. » « Arthur, » claqua Brandon, bien que sa voix manquât de sa force habituelle. « Fais dégeler les comptes, menace la banque. Dis-leur que c'est une erreur. Je ne peux pas, » murmura Arthur. « Brandon, écoute-moi. J'ai reçu un appel frénétique du fiduciaire des Caymans ce matin. Ils ont reçu une ordonnance de gel, pas seulement locale, une injonction internationale.
Les avocats de Sanders utilisent la loi Raicho. Raicho? Cria Brandon. C'est pour les gangsters. Je suis un VP des ventes. Ils le présentent comme une entreprise criminelle, expliqua rapidement Arthur. Ils arguent que vous avez utilisé le réseau logistique d'Omnicorp pour faire passer des marchandises de grande valeur hors des livres et les avez vendues via des sociétés écrans. Ils ont des manifestes d'expédition, Brandon. Ils ont des emails signés par vous autorisant des conteneurs qui n'ont jamais existé sur le registre officiel. Brandon eut froid. Il avait fait ça, c'était un travail secondaire qu'il pensait intraçable. Il marquait un conteneur comme endommagé ou perdu, le radiait, puis vendait le contenu, l'électronique, les produits de luxe sur le marché noir. Cela avait généré des millions. Comment ont-ils ça? Julia, dit Arthur. Le nom resta suspendu dans l'air comme une malédiction. Julia ne savait pas pour les conteneurs, insista Brandon. Elle ne savait rien. Elle savait où tu gardais ton disque dur ne pas toucher. Arthur dit qu'elle est allée au bureau du procureur ce matin avec un disque dur physique. Elle leur a dit qu'elle pensait qu'il contenait des photos de famille que tu lui cachais, mais quand elle l'a ouvert, elle a trouvé des feuilles de calcul. Elle joue parfaitement la carte de la femme innocente et confuse, Brandon. Elle prétend l'avoir remis pour apaiser sa conscience. Brandon jeta le téléphone à travers la pièce. Il rebondit sur la cloison sèche bon marché et se fissura. Il arpentait la petite pièce miteuse. Cela ne pouvait pas arriver. Il était Brandon Pierce. Il était un gagnant. Il retombait toujours sur ses pieds. Il avait besoin d'un levier. Il avait besoin de quelque chose sur William Sanders. Il saisit son ordinateur portable. Heureusement, il avait attrapé son sac personnel avant d'être jeté hors du gala. Il l'alluma et commença à chercher. William Sanders, Sanders Holdings, Ares Ventures. Il trouva des articles, des centaines, mais pas le genre qu'il voulait. Sanders sauve une aciérie en faillite, sauve 500 emplois. William Sanders fait don de 50 millions à un réseau d'orphelinats. Le milliardaire silencieux. Comment Sanders a bâti un empire sur l'éthique. L'homme était propre, immensement propre. Il était connu pour être impitoyable avec l'incompétence corrompue, mais incroyablement généreux avec les travailleurs honnêtes. Il était l'antimarque. On frappa à la porte du motel, Brandon se figea. « Qui est-ce? Service de chambre » dit une voix étouffée. Brandon n'avait pas commandé de service de chambre. Il s'approcha lentement de la porte et regarda par le Judas. Ce n'était pas le service de chambre. C'était un huissier, un homme petit et chauve tenant une épaisse liasse de papier. Brandon s'affaissa contre la porte. Il l'ouvrit. « Brandon Pierce » demanda l'homme joyeusement. « Ouais » croassa Brandon. « Vous avez été signifié. » L'homme enfonça les papiers dans la poitrine de Brandon. « Poursuite civile d'Omnicorp. Poursuite civile de Julia Pierce pour fraude et détresse. Et oh, on dirait une assignation à comparaître devant le grand jury. » Brandon laissa tomber les papiers par terre. Alors qu'il se penchait pour les ramasser, son téléphone sonna de nouveau. L'écran fissuré fonctionnait toujours. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Bonjour, Monsieur Pierce. » Une voix féminine nette et professionnelle parla. « C'est Linda du service des ressources humaines chez Omnicorp. Je sais que je suis viré, Linda. » Cracha Brandon. « Tu n'as pas besoin d'en rajouter. En fait, Monsieur Pierce, j'appelle au sujet de votre voiture de fonction. Le GPS indique qu'elle est actuellement garée au Starlight Motel sur la route 9. Une équipe de récupération est à 2 minutes. Veuillez retirer vos effets personnels immédiatement ou ils seront jetés. Vous prenez la voiture maintenant. C'est la propriété de l'entreprise, monsieur. Et puisque vous faites l'objet d'une enquête pour grand vol, la politique dicte la récupération immédiate des actifs. Bonne journée. » La ligne se coupa. Brandon regarda par la fenêtre. Une dépanneuse entrait déjà sur le parking. C'était une dépanneuse noire massive. Sur le côté, en lettres dorées discrètes, il était écrit « Sanders Recovery Services ». Bien sûr, il possédait aussi la compagnie de dépanneuses.
Brandon attrapa son sac et courut vers la voiture, sortant frénétiquement ses vêtements de sport, ses chaussures de rechange et une boîte de menthe. Le chauffeur de la dépanneuse, un homme costaud qui ressemblait vaguement à William Sanders, ne le reconnut même pas. Il accrocha simplement la berline de luxe et la souleva dans les airs. Alors que la voiture, son symbole de statut, sa fierté et sa joie étaient traînées. Brandon se tenait sur le parking d'un motel bon marché, tenant un sac de linge sale. Une limousine noire s'arrêta au trottoir. La vitre descendit. C'était Arthur Banks, son avocat. Arthur, Brandon courut. Merci, mon Dieu. Emmène-moi. Nous devons aller à la banque. Arthur ne déverrouilla pas la porte. Il regarda Brandon par la fenêtre ouverte avec un mélange de pitié et de peur. « Je ne peux plus vous représenter, Brandon, » dit Arthur. « Quoi? Tu es mon avocat. Je t'ai payé une provision. » La provision a été payée depuis le compte qui a été gelé par les fédéraux. Arthur expliqua. « Techniquement, cet argent provient d'activités criminelles. Je ne peux pas y toucher et je ne peux pas être vu avec vous. Mon cabinet fait beaucoup d'affaires avec Arias Ventures. Si je vous représente, Sanders annule ses contrats. »« Lâche » cria Brandon, claquant sa main contre la porte. « Tu m'as aidé à créer les sociétés écrans. »« Soi-disant, » dit Arthur calmement. « Et si vous dites ça au tribunal, je témoignerai que vous m'avez trompé et falsifié des documents. C'est votre parole contre la mienne, Brandon. Et en ce moment, votre parole vaut moins que le bolivar vénézuélien. » Arthur remonte à la vitre. « Bonne chance, Brandon. Je vous recommande un défenseur public. J'entends dire que ceux de ce comté sont débordés. » La limousine démarra en trombe, laissant Brandon dans un nuage d'échappement. Il était seul, complètement seul. Mais le pire était encore à venir, car pendant que Brandon perdait ses biens, Julia était occupée à reprendre sa vie. De retour à l'ancienne maison de banlieue, celle que Brandon lui avait généreusement laissée, Julia était assise dans le salon. Mais ce n'était plus l'endroit triste et solitaire que c'était hier. William était là, assis dans le fauteuil inclinable en cuir préféré de Brandon, l'air comiquement grand pour la chaise. Il buvait d'une bière et regardait un match de baseball. « Ils ont eu la voiture ?» demanda William, sans quitter la télévision des yeux. Linda a appelé. « Elle a dit qu'elle était accrochée », répondit Julia, souriant. « Elle triait des cartons, pas des cartons de déménagement, mais de déballage. Elle sortait les choses qu'elle avait cachées pour empêcher Brandon de les critiquer. Ses peintures, son chevalet, sa collection de disques anciens. « Bien, » grogna William. « Je n'ai jamais aimé cette voiture. Trop voyante. L'ingénierie allemande est surestimée si le conducteur est un imbécile. »« Papa, » dit Julia en faisant une pause. « Est-ce trop? La poursuite, les accusations de Reichel. » William coupa le son de la télévision. Il se tourna pour regarder sa fille. La douceur dans ses yeux contrastait fortement avec le regard de granit qu'il donnait à Brandon. « Ellie, cet homme a volé 10 ans de ta vie. Il t'a fait te sentir petite pour qu'il puisse se sentir grand. Il t'a isolé. Il t'a manipulé. L'argent qu'il a volé à l'entreprise. Ce n'est que du business. Je peux l'amortir. » Il se pencha en avant. « Mais ce qu'il a fait à ton esprit, c'est personnel. Et les hommes de Sanders n'amortissent pas les dettes personnelles. Nous les collectons. Il va aller en prison, n'est-ce pas? » demanda Julia. « Pour un timp. » William hocha la tête. « Les fédéraux n'aiment pas l'évasion fiscale. Mais quand il sortira, il sera fauché. Il aura un casier judiciaire. Il ne travaillera plus jamais dans la haute finance. Il devra recommencer, » s'amusa Julia. « Comme moi. »« Non. » William la corrigea. « Tu recommences à zéro avec un filet de sécurité d'1 milliard de dollars et un père qui t'aime. Il recommence dans un trou qu'il a creusé lui-même sans échelle. » William se leva et se dirigea vers elle. Il lui tendit un trousseau de clés. « Qu'est-ce que c'est? »« Je sais que tu voulais garder cette maison, » dit William, « mais les souvenirs ici sont mauvais et la plomberie est fichue.
Julia regarda les clés. Elles avaient un logo sur le porte-clés, un H stylisé. Il y a une propriété en ville, dit William. Brownstone, vieille, historique, nécessite beaucoup de travail, nécessite quelqu'un avec un œil artistique pour la réparer. Je l'ai achetée ce matin sous ton nom. Ton nom de jeune fille? Les yeux de Julia se rempliront de larmes. Papa, je ne peux pas. Tu peux, dit-il fermement. Tu es une Sanders. Nous construisons des choses. Maintenant, va te changer. Nous avons une réunion avec le conseil d'administration à 14h. Moi. Pourquoi? Parce que, William sourit, j'ai viré le VP des ventes hier soir. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour superviser la transition. Quelqu'un qui sait repérer un menteur. Tu es la VP par intérim, Julia. J'ai géré un programme de bibliothèque, papa. Je ne connais pas les ventes. Tu as géré un ménage avec un narcissique pendant une décennie avec un budget qui l'a étranglé. William rit. Tu peux gérer une équipe de vente. De plus, tu possèdes 10% de l'entreprise maintenant. Il est temps que tu apprennes à la diriger. Julia regarda les clés, puis son père. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme une force de la nature. D'accord, dit-elle, serrant les clés. Allons-y. 2 semaines plus tard, Brandon Pierce était un homme qui hantait les bords de sa propre vie. Il était en liberté sous caution grâce à un garant qui avait pris la bague antique de sa grand-mère, le seul actif qu'il avait réussi à faire passer dans sa poche comme garantie. Il séjournait dans un studio en sous-sol dans une partie de la ville dont il plaisantait qu'elle était une zone de guerre. Les murs étaient minces, le radiateur claquait comme un moteur mourant, et l'odeur de moisissure était un colocataire permanent. Il avait passé les 14 derniers jours dans un état de déni maniaque. Il était convaincu qu'il y avait un moyen de s'en sortir. Il y avait toujours une échappatoire. Il devait juste trouver le levier. Il était assis à une table en stratifié bancal, fixant un téléphone jetable. Il lui restait une carte à jouer. Pendant son temps chez Omnicorp, Brandon avait négocié un accord secret et officieux avec une entreprise de logistique rivale, Apex Freight. Il connaissait leur VP, un requin nommé Roger Sterling. Roger avait toujours laissé entendre qu'il paierait grassement pour la liste de clients d'Omnicorp, en particulier les détails des contrats gouvernementaux exclusifs. Les entreprises de William Sanders détenaient. Brandon avait toujours la liste de clients mémorisée. Il avait une mémoire photographique pour les chiffres et les noms. C'était le seul talent qui n'était pas un mensonge. Roger paiera. Brandon murmura, ses yeux injectés ceux de sang. Il paiera un demi-million pour ça, assez pour fuir le pays. Biz, pas d'extradition. Il composa le numéro. Sterling, une voix répondit. Roger, c'est Brandon, murmura-t-il, se courbant sur la table. Il y eut une pause. Brandon Pierce, tu as du culot de m'appeler. Ton ami est radioactif. Les fédéraux surveillent quiconque éternue, même dans ta direction. Écoute, Roger, j'ai la liste, siffla Brandon. Les numéros de routage du ministère de la Défense, les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques, tout. Tout est dans ma tête. Je peux te le donner aujourd'hui. Argent liquide seulement. 500 000. Le silence s'étira sur la ligne. Puis Roger rit. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Comprendre quoi? Sanders n'a pas seulement acheté Omnicorp, dit Roger, sa voix dégoulinant d'amusement. Après l'éclatement de ton petit scandale, l'action d'Omnicorp a chuté pendant environ 4 heures. Sanders a acheté la baisse. Puis il a publiquement annoncé un audit de transparence. L'action a grimpé en flèche. Il est la coqueluche de l'industrie en ce moment. Si je te touche, il écrase Apex comme un insecte. Il a envoyé un mémo à chaque PDG du secteur. Quiconque embauche ou aide Brandon Pierce sera considéré comme un ennemi d'Ares Ventures. Tu es sur liste noire, Brandon. Liste noire mondiale. Roger, s'il te plaît, perds ce numéro. Clic. Brandon fixa le téléphone. S'éclaircit la gorge. Les murs du sous-sol semblaient se refermer. Il était piégé. Mais le désespoir engendre l'illusion. S'il ne pouvait pas vendre l'info,
Peut-être qu'il pourrait l'utiliser pour menacer la source, Julia. Il se convainquit qu'elle était le maillon faible. Elle était douce. Elle avait toujours été douce. S'il pouvait juste la trouver seule, il pourrait la manipuler. Il pourrait pleurer, supplier ou menacer de révéler des détails personnels embarrassants à la presse. Il pourrait la briser. Il savait où elle serait. Chaque mercredi à midi, elle allait dans une boulangerie spécifique près de son ancien travail bénévole. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Il mit une casquette de baseball et des lunettes de soleil. Il ressemblait moins à un cadre supérieur qu'à un harceleur, ce qui, ironiquement, était exactement ce qu'il était devenu. Il prit le bus, une humiliation en soi, jusqu'au quartier Uptown. Il attendit de l'autre côté de la rue de la boulangerie. Effectivement, à 12h15, une voiture de ville noire s'arrêta, mais Julia ne sortit pas seule. Elle sortit. Sortit flanquée de 2 gardes de sécurité, et elle ne ressemblait pas à la femme qui achetait du pain de la veille pour économiser de l'argent. Elle portait un tailleur pantalon crème qui criait le pouvoir. Elle était au téléphone, gesticulant de manière décisive. Elle avait l'air radieuse. Brandon la regarda, un mélange de luxure et de rage bouillonnant dans ses entrailles. Il attendit qu'elle entre dans la boulangerie, puis traversa la rue, gardant la tête baissée. Il se glissa derrière la distraction d'un camion de livraison et entra dans la boulangerie. Les gardes étaient dehors. Il avait une fenêtre. Julia était au comptoir, inspectant un plateau de pâtisserie. « Julia » râla-t-il, s'approchant derrière elle. Elle se raidit, mais ne se retourna pas immédiatement. Elle termina sa transaction. « Et 2 expressos, s'il vous plaît, à emporter. » Puis elle se retourna. Elle le regarda à travers ses propres lunettes de soleil, puis les abaissa. Ses yeux étaient clairs, froids et complètement indifférents. « Vous violez votre ordonnance restrictive, Brandon, » dit-elle calmement. « C'est un autre crime. J'ai besoin de te parler, » siffla-t-il, lui saisissant le bras. Le contact fut une erreur. Avant qu'il ne puisse cligner des yeux, Julia tordit son bras, brisant sa prise avec un mouvement vif et entraîné qu'elle n'avait certainement jamais connu auparavant. « Ne me touche pas, » dit-elle, sa voix tombant à un murmure dangereux. L'ancienne Julia se serait excusée. Elle aurait eu peur. Je ne suis pas elle. Regarde-toi. Brandon ricana, essayant de reprendre le dessus. Jouant à la poupée dans l'entreprise de papa. Tu crois que tu es une femme d'affaires maintenant? Tu n'es rien. Tu es une fraude, toute comme moi. Non, Brandon, dit-elle, faisant un pas vers lui, le forçant à reculer. Je ne suis pas comme toi. J'ai appris le métier en 2 semaines parce que j'écoute. Tu as passé 10 ans à faire semblant de le connaître pendant que tu étais occupé à voler. J'ai réparé ton désordre. J'ai restructuré la division des ventes. Nous sommes en hausse de 15% ce trimestre sans ta comptabilité créative. « Je peux te ruiner » cria Brandon, attirant l'attention de tout le magasin. « Je sais des choses. Je sais pour ton anxiété. Je sais pour tes... » « Mais quoi? » Julia défia. « Mes crises de panique. J'ai donné une interview à Forbes hier sur la santé mentale au travail. J'assume mes défauts, Brandon. C'est pourquoi ils ne me contrôlent plus. Toi, tu es possédé par tes secrets. » Elle fit signe à la fenêtre. Les 2 gardes s'approchaient déjà. « J'ai besoin d'argent, Julia. » La voix de Brandon se brisa, passant de l'agression à une supplication pathétique en 1 seconde. « Je n'ai rien. Je mange des ramen. Aide-moi pour le bon vieux temps. Juste 10 000 $, s'il te plaît. » Julia le regarda. Vraiment? Le regarda. Elle vit le col taché de sa chemise, le désespoir dans ses yeux, et elle ne ressentit rien. Pas de haine, pas d'amour, juste un léger inconvénient. « Non, dit-elle. « Pourquoi? » cria-t-il. « Tu as des milliards parce que tu n'as pas appris, dit-elle. Tu penses toujours que tu as droit à des choses que tu n'as pas gagnées. La pauvreté est peut-être le seul professeur que tu respectes. » Les gardes le saisirent. Cette fois, il ne se battit pas. Il s'affaissa, vaincu par une femme qu'il avait sous-estimée pendant une décennie. « Sortez-le d'ici, » dit Julia, se retournant vers le comptoir pour prendre ses expressos. « Et appelez la police.
Dites-leur que M. Pierce a décidé de révoquer sa propre caution. Le procès du peuple contre Brandon Pierce fut l'événement mondain de l'année. Bien que Brandon ne fasse plus partie de cette société, il était le divertissement. La salle d'audience était bondée. Journalistes, anciens collègues et personnes sur lesquelles il avait marché pendant son ascension, tous sont venus assister à sa chute. Brandon était assis à la table de la défense à côté d'un défenseur public nommé Gary. Gary avait 26 ans, était surchargé de travail et pensait clairement que Brandon était coupable. « Plaide coupable », avait murmuré Gary ce matin-là. « Ils offrent 8 ans. Si nous allons au verdict, le juge va te marteler. » Non. Brandon avait insisté en ajustant son costume bon marché et mal ajusté. « Je peux charmer le jury. Je peux expliquer que c'était un malentendu, un problème de culture d'entreprise. » Il avait tort. L'accusation n'a pas seulement apporté des faits, elle a apporté une avalanche. Ils ont amené l'expert comptable judiciaire qui a retracé chaque centime des 3,2 millions de dollars que Brandon avait siphonnés. Ils ont apporté les reçus divers des bijoux de Tiffany, les voyages à Cabo, la location d'une voiture de sport qu'il prétendait être pour le transport de clients. Ils ont amené son ancienne assistante Tiffany, qui avait obtenu l'immunité en échange de son témoignage. Tiffany à la barre fut brutale. Monsieur Pierce m'a dit que sa femme était une simple d'esprit qui ne comprendrait pas la finance. Tiffany dit au jury, essuyant ses yeux avec un mouchoir. Il en riait. Il l'appelait sa police d'assurance, quelqu'un qui ne le quitterait jamais parce qu'elle avait une faible estime de soi. Le jury, 12 personnes ordinaires qui travaillaient dur pour leur argent, regarda Brandon avec un pur dégoût. Puis l'accusation appela son dernier témoin, William Sanders. William n'eut pas besoin de crier. Il s'assit dans la boîte des témoins, les mains jointes sur sa canne, et parla avec l'autorité d'un homme qui bâtit des empires. « Monsieur Sanders, demanda le procureur, avez-vous autorisé l'un de ces transferts? »« Je ne l'ai pas fait, dit William. Et en tant que nouveau propriétaire d'Omnicorp, quel a été l'impact des actions de M. Pierce? » William regarda directement Brandon. La perte monétaire était négligeable pour l'entreprise. Nous nous sommes rétablis, mais le coût moral, il a empoisonné la culture. Il a fait sentir aux employés honnêtes que la tricherie était le seul moyen d'avancer. Il a trahi la confiance de son équipe, de ses actionnaires et de sa famille. Un homme qui vole de l'argent est un voleur. Un homme qui vole la confiance est un cancer. Brandon se recroquevilla sur son siège. Il essaya de défier William du regard, mais il ne put pas. Il détourna le regard. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Fraude électronique, détournement de fonds, blanchiment d'argent, parjure. L'audience de détermination de la peine fut fixée pour 2 jours plus tard. Brandon se tint devant le juge Keller, une femme connue pour ses peines sévères en matière de criminalité en col blanc. « Monsieur Pierce, dit le juge Keller, jetant un regard par-dessus ses lunettes. Tout au long de ce procès, j'ai cherché une once de remords. J'ai cherché des excuses. Au lieu de cela, j'ai vu de l'arrogance. Vous avez blâmé la culture d'entreprise. Vous avez blâmé votre femme. Vous avez même essayé de blâmer le logiciel. » Elle marqua une pause. « Vous avez considéré les gens comme des actifs à liquider. Vous avez traité votre mariage comme un abri fiscal. Vous êtes un prédateur en costume. »« Votre honneur, je... » commença Brandon. « Silence, claqua-t-elle. Les lignes directrices suggèrent 10 à 12 ans, mais étant donné les facteurs aggravants, la violation de la caution, le harcèlement de la victime, je vous condamne à la peine maximale de 15 ans dans un pénitencier fédéral. Aucune admissibilité à la libération conditionnelle pour 85% de la peine. Une restitution de 3,2 millions de dollars est ordonnée immédiatement. Si vous ne pouvez pas payer, vos salaires seront saisis pour le reste de votre vie naturelle. Le marteau frappa. Cela sonna comme un couvercle de cercueil qui se referme. Alors que les huissiers le menottaient, Brandon regarda dans la galerie. Il cherchait Julia. Il voulait qu'elle le voie. Il voulait la voir pleurer. Il voulait une réaction.
Mais Julia n'était pas là. William était là. Il se tenait au dernier rang. Il hocha la tête une fois au juge, puis se retourna et sortit. Brandon fut traîné, criant que ce n'était pas juste, qu'il était vice-président, qu'il était important. La lourde porte de la cellule de détention se referma, coupant ses cris. 6 mois plus tard, le camp de prisonniers fédéral n'était pas le club que Brandon avait imaginé. C'était gris, froid et bruyant. Il travaillait à la laverie, pliant des draps pour 12 cents de l'heure. C'était le jour des visites. Brandon n'attendait personne. Ses parents l'avaient renié après que le procès eut révélé la honte qu'il avait jetée sur le nom de famille. Tiffany était partie depuis longtemps, mariée à un chirurgien plasticien à Miami. « Visiteur pour Pierce !» cria un gardien. Le cœur de Brandon bondit. Julia était-elle venue lui pardonner? Avait-elle réalisé qu'elle lui manquait? On le conduisit à la salle de visite. Il s'assit derrière le plexiglas. De l'autre côté était assis Arthur Banks, son ancien avocat. Arthur avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, ses cheveux étaient en désordre et il portait un costume bon marché. « Arthur. » Brandon décrocha le téléphone. « Que fais-tu ici? As-tu trouvé un moyen de faire appel? » Arthur laissa échapper un rire creux. « Appel? »« Non, Brandon. Je suis ici pour te prévenir. Je viens d'être inculpé. »« Quoi? » « Le procureur a suivi votre piste de papier jusqu'à moi, dit Arthur, se frottant le visage avec lassitude. Ils m'ont offert un accord si je dénonçais les autres clients pour lesquels j'avais aidé à cacher de l'argent. Je l'ai pris. Je vais dans un établissement à sécurité minimale en Floride pour 2 ans. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que Arthur hésita. J'ai vu Julia hier avant de rendre ma licence. Comment va-t-elle? Demanda Brandon, se penchant en avant. Est-elle malheureuse? A-t-elle du mal à diriger l'entreprise? Arthur regarda Brandon avec pitié. Brandon, elle était en couverture du magazine Time cette semaine. Le nouveau visage de l'entreprise éthique. Elle a transformé Omnicorp en la société de logistique la plus rentable de l'hémisphère. Elle lance une fondation pour les femmes victimes d'abus financiers. Brandon sentit qu'il ne pouvait plus respirer. Mais elle est seule, n'est-ce pas? Elle est fiancée. Arthur lâcha la bombe à un diplomate. Un homme bien. Il la traite comme de l'or. William l'a accompagnée jusqu'à l'hôtel à la fête de fiançailles. Arthur soupira. Elle m'a donné un message pour toi puisque je venais ici de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Murmura Brandon. Elle a dit, dis-lui que j'espère qu'il se retrouvera parce qu'il est la seule personne qui lui reste. Arthur raccrocha le téléphone et s'en alla. Brandon resta assis, tenant le combiné, écoutant la tonalité. Il regarda son reflet dans le plexiglas. Peau grise, yeux creux, un uniforme de prisonnier. Il avait passé toute sa vie à essayer d'être quelqu'un, terrifié d'être un moins que rien. Et dans sa quête de tout gagner, il était devenu exactement cela. Brandon retourna à sa couchette, la porte métallique claquant derrière lui avec une finalité qui résonna dans ses os. Il s'assit sur le mince matelas, fixant le mur de béton. Pendant des années, il avait mesuré sa valeur par les zéros de son compte bancaire et l'envie dans les yeux des autres hommes. Il avait traité la loyauté comme une faiblesse et l'amour comme une transaction. Maintenant, dépouillé de ses costumes, de son statut et de sa liberté, il comprit enfin la vérité. Le vrai pouvoir n'était pas une question d'intimidation ou de richesse. C'était la force tranquille d'une femme qui connaissait sa valeur et la détermination inébranlable d'un père protégeant son enfant. Brandon avait cru qu'il jouait une partie d'échecs contre un pion, sans jamais réaliser qu'il était assis en face du grand maître. Il avait tout misé sur sa propre arrogance et il avait perdu. Dans le silence de sa cellule, Brandon Pierce réalisa qu'il était exactement à sa place, ne lui restant que le souvenir de la vie qu'il avait jetée. Qu'avez-vous pensé de la chute de Brandon? A-t-il eu exactement ce qu'il méritait? Ou pensez-vous que la punition était trop sévère pour ses crimes? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire de karma instantané,
et de justice enfin rendue, veuillez appuyer sur le bouton J'aime. Cela nous aide vraiment à créer plus d'histoires pour vous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment un bon rebondissement. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer le prochain drame. Merci d'avoir